Il est 13h à Abidjan. Bienvenue dans votre journal. Madame, Monsieur, bonjour. Tout de suite, les titres. Les 3e assemblées générales du réseau africain de commande publique se tiennent en ce moment ici même à Abidjan. La cérémonie d'ouverture a eu lieu hier lundi. C'était en présence du secrétaire général de la présidence de la République qui y représentait le chef de l'État Alassane Ouattara. Plus d'1 million de personnes touchées par le diabète en Côte d'Ivoire. Le taux de prévalence est estimé à 6,2%. Aujourd'hui, 14 novembre, journée mondiale du diabète. C'est le lieu d'accentuer la sensibilisation. Notez que le thème retenu cette année est l'accès aux soins du diabète. Et puis au Libéria, les électeurs sont aux urnes ce mardi pour le second tour de la présidentielle. Face au président sortant Georges Weah, Joseph Boaké, près de 2,4 millions d'électeurs sont attendus pour donc les départager. On en parle en fin de journal. Bienvenue dans votre édition. Plus de 50 pays sont réunis en ce moment en Côte d'Ivoire pour prendre part au 3e Assemblée générale donc du réseau africain de commande publique. La cérémonie d'ouverture a eu lieu hier, je vous le disais en titre, c'était en présence du secrétaire général de la présidence de la République qui représentait donc à ce rendez-vous international le chef de l'État Alassane Ouattara. Notez que plus de 30% de la commande publique est accordée en Côte d'Ivoire aux petites et moyennes entreprises. La commande publique pour le développement durable en Afrique, c'est donc le thème de cette rencontre. On en parle avec Dengui. Le réseau africain de la commande publique, RACOP, veut utiliser l'ensemble des contrats passés par les personnes publiques, notamment les établissements publics des pays membres, comme un levier de développement durable. C'est ce qui ressort des différentes interventions à l'ouverture de la 3e Assemblée générale du réseau africain de la commande publique qui se tient à Abidjan. L'Assemblée générale qui s'ouvre ce matin offrira aux membres du réseau l'opportunité d'échanger avec des experts nationaux et internationaux sur les innovations les plus récentes en matière de commande publique et sur d'autres enjeux socio-économiques que l'écosystème de la commande publique en Afrique ne saurait ignorer. Dans la poursuite des efforts qu'il déploie, le gouvernement ivoirien entend continuer de saisir les opportunités offertes par les plateformes régionales d'échange et de partage d'expériences telles que le RACOP, qui se présente comme un cadre important de coopération régionale pour l'amélioration continue des systèmes de marché public. Après avoir annoncé que les petites et moyennes entreprises PME ivoiriennes se taillent plus de 30% de la commande publique, le secrétaire général de la présidence représentant le président de la République a réaffirmé l'engagement de son pays à jouer la carte de la modernité et de la transparence dans la passation des marchés publics. Avec la hausse des taux d'intérêt que nous avons aujourd'hui au niveau de la Fed, au niveau de la BCE, les conditions de financement de nos États ne sont plus les mêmes qu'elles étaient il y a quelques années. La Covid est passée par là, nous avons la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et tout cela met de la pression sur nos finances publiques. Donc il nous faut aujourd'hui dépenser de la façon la plus optimale possible. Et cela ne peut se faire qu'avec un système de marché public qui soit le plus pertinent, le plus optimisé possible pour nos États. Plusieurs conférences et panels vont être les grandes articulations de cette 3e Assemblée générale du réseau africain de la commande publique, RACOP. Voilà, plus de 30% donc de la commande publique accordée en Côte d'Ivoire aux petites et moyennes entreprises. On fait le point avec Dengui. La 2e édition du Forum d'affaires et d'investissement Côte d'Ivoire, Amérique du Nord, également ouverte hier lundi, précisément dans la commune de Port-Boué. Des questions de renforcer les relations d'affaires et d'intensifier les échanges commerciaux avec l'Amérique du Nord. C'est une initiative du service de promotion économique de la Côte d'Ivoire aux États-Unis, au Canada, également au Mexique, en collaboration avec plusieurs ministères techniques. C'est ce que nous dit Carmen Dia.
Renforcer les relations commerciales entre l'Amérique du Nord et la Côte d'Ivoire, favoriser un partage d'expériences entre des entreprises déjà basées sur le territoire ivoirien et créer un cadre d'échange avec des potentiels investisseurs. Ce sont là les 3 enjeux majeurs de la mise en place du Forum d'affaires et d'investissement Côte d'Ivoire-Amérique du Nord. Cette deuxième édition aujourd'hui est l'occasion pour le secteur privé ivoirien et l'État ivoirien de mettre en exergue les opportunités des projets existants et les priorités d'investissement ayant été répertoriées dans le plan national de développement PND 2021-2025. Le SPECI se réjouit d'avoir eu un partenariat fiable avec le secteur public-privé, avec les États-Unis d'Amérique. Un colloque qui a aussi rassemblé les équipes des ministères techniques, le corps diplomatique et les membres de la Chambre haute du Parlement ivoirien. Le plan national de développement 2021-2025, en cours de mise en œuvre, vise à accélérer la transformation structurelle amorcée par le développement des grappes industrielles, le renforcement des infrastructures et la digitalisation de l'économie. L'attractivité de notre pays repose sur un dispositif réglementaire et institutionnel mis en place afin d'ouvrir et d'offrir des opportunités aux entreprises intéressées par le marché ivoirien, des mesures incitatives uniques dans un environnement des affaires des plus avantageux au monde. J'ai la ferme conviction que nos pays ont davantage à partager et que les événements de ce type pourraient permettre d'améliorer considérablement le niveau des investissements et des échanges commerciaux. C'est en 2012 que, dans le but de revitaliser l'économie ivoirienne, le président Alassane Ouattara a institué au sein du dispositif diplomatique ivoirien un service de promotion économique de la Côte d'Ivoire aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Et la haute autorité pour la bonne gouvernance joue également sa partition pour la bonne santé de l'économie ivoirienne. Les actions se poursuivent dans ce sens. Environ 20% des agents publics qui n'ont pas encore déclaré leur patrimoine sont désormais dans le viseur de l'institution. Les commissaires de justice ont été mis en mission par le président de la haute autorité pour la bonne gouvernance. C'est ce que nous dit Léon Brou. L'enveloppe contient la première liste des assujettis à la déclaration de patrimoine qui n'ont pas encore satisfait à cette obligation constitutionnelle. En la remettant au président de la Chambre nationale des commissaires de justice, le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, Epiphane Zorobalo, met en mission pour compter de ce 13 novembre 2023 les commissaires de justice pour enjoindre aux concernés à se mettre à jour. Les commissaires de justice qui seront mis à votre disposition ont été soigneusement sélectionnés parmi les meilleurs, ceux qui se distinguent non seulement par leurs compétences, mais aussi par leur intégrité sans faille. Ces personnalités, réfractaires à la déclaration de patrimoine, font peser sur elles des soupçons légitimes d'enrichissement illicite avec ces infractions assimilées que sont le blanchiment de capitaux. Ces mises en demeure par les commissaires de justice concerneront tous les assujettis à la déclaration de patrimoine, quel que soit leur niveau de responsabilité. Environ 20% d'assujettis à la déclaration de patrimoine visés par les mises en demeure. Ils disposent de 3 mois pour compter de la réception de cette notification pour s'exécuter. Le contraire expose le concerné à la rigueur de la loi et sur la question, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance se veut ferme. Passé ce délai de rigueur, les sanctions prévues leur seront appliquées. C'est des amendes égales à 6 mois de rémunération perçue ou à percevoir dans les fonctions. La déclaration de patrimoine est une disposition constitutionnelle de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. De 2015 au 31 octobre 2023, 80% des 10 000 agents publics concernés ont satisfait à l'opération. Les présidents d'institutions et membres de gouvernement dans la proportion de 82% et 60% pour les élus.
Un fonds de soutien d'1 milliard de francs CFA destiné aux usiniers de la filière EVA. Bonne nouvelle, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, Kobena Kwasi Adjumani, a finalement trouvé un compromis entre les acteurs de la filière, des acteurs qui, vous le savez certainement, étaient confrontés à la baisse des cours du caoutchouc naturel. Mahama Traoré. Une crise évitée de justesse dans la filière EVA. Sa survenue aurait à la fois compromis les intérêts des usiniers et des producteurs. Depuis la fin de l'année 2022, les cours sont très mauvais. Nous avons mis en place un nouveau mécanisme de prix qui est toujours transitoire. Et nous avions dit au ministre d'État que ce mécanisme de prix, lorsque les cours sont très bas, ne permettait pas aux usiniers de rentabiliser leurs achats de fonds de tasse. C'est le cas depuis les 11 derniers mois. Face à l'urgence, Kobena Kwasi Adjumani réunit toutes les parties pour trancher. Priorité à la préservation des revenus des producteurs, sans pour autant nuire aux gains des usiniers. Nous avons pu trouver un compromis. Le compromis, c'est le statu quo par rapport au 63,37%. Le statu quo, c'est par rapport à la décote de 2%, qui ne doit ni chuter ni augmenter. Sur proposition de l'organe de régulation, le Conseil EVA Palmier à Huile, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, entérine la proposition de mise à disposition d'un fonds de soutien d'1 milliard de francs CFA destiné aux transformateurs. Nous avons décidé que toutes les usines soient fonctionnelles. Et donc tout le produit, le caoutchouc, doit aller d'abord vers nos usines. La différence du caoutchouc qui ne peut pas être absorbé par les usiniers va donc être exporté par les usiniers eux-mêmes. Avec plus de 1,3 million de tonnes en 2022, la Côte d'Ivoire occupe le 3e rang mondial des pays producteurs de caoutchouc sec. On évoque à présent la foire interafricaine du Caire. Le ministre Souleymane Dirasouba y est. Il sillonne les stands au Caire, donc en Égypte. Le ministre du Commerce et de l'Industrie est aux côtés des Ivoiriens. Il appelle à plus de partenariats fructueux. Lanciné Bakayoko. Le ministre du Commerce et de l'Industrie sur les stands des exposants ivoiriens à la foire commerciale interafricaine du Caire. Occasion pour les exposants de solliciter l'appui de Souleymane Dirasouba dans leur opération de conquête de nouveaux marchés. On a eu beaucoup de contacts. Le reste est dans la main de l'État ivoirien parce que à nous seuls, nous ne pouvons pas faire sortir notre produit. C'est plutôt des groupages qu'il faut faire avec des conteneurs et en avant l'État pour nous montrer aussi tout ce qui est législation des pays qui vont pouvoir accueillir notre produit et les mettre aussi sur le marché étranger. À chacun des exposants, le ministre du Commerce et de l'Industrie a adressé ses encouragements. C'était une occasion de mettre en avant nos productions nationales, de mettre en avant en fait, la qualité de nos produits, et d'aider en fait ces opérateurs économiques à tisser des relations avec les opérateurs économiques égyptiens ou africains qui visitent les stands pour leur donner plus d'opportunités en fait à l'échelle du continent africain. Les échanges entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire se chiffrent à 104 milliards de francs CFA avec un solde déficitaire pour la Côte d'Ivoire. Le défi pour nous, c'est d'encourager plus d'exportations sur l'Égypte en fait, notamment au niveau du cacao transformé, de la noix des cajous, et du caoutchouc et d'autres produits agroalimentaires. Un défi que les nombreux étudiants ivoiriens ici au Caire veulent également aider à relever. Quelle filière choisir à travers tout ce qu'on a vu ici. Et donc ça peut nous donner un peu des idées. Et comment choisir qu'on appelle l'université qui pourra nous permettre de pouvoir servir le pays à travers l'agriculture. La foire interafricaine d'Égypte a drainé près d'une 50aine de pays et même des organismes internationaux.
Retour en Côte d'Ivoire, on poursuit avec cette information. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le mercredi 15 novembre 2023, journée nationale de la paix, est déclarée jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. La Cour d'appel a effectué vendredi 3 novembre dernier au Palais de justice à Abidjan son audience solennelle de rentrée, occasion pour Tahirou Dombélé, premier président de cette juridiction de second degré, de dresser le bilan des activités de l'année judiciaire 2022-2023. On y va avec Jean-Marc Djadji. 12 magistrats prennent fonction au siège de la Cour d'appel d'Abidjan et 26 autres affectés à d'autres juridictions prêtent serment. Nous sommes à l'une des étapes symboliques de la rentrée judiciaire 2023-2024. Cette audience solennelle est l'occasion pour le procureur général et le bâtonnier de l'ordre des avocats d'interpeller les magistrats sur l'application rigoureuse du droit. Dans l'exercice professionnel, qu'il soit du siège ou du parquet, l'indépendance revêt une dimension personnelle qui oblige le magistrat à se méfier de lui-même comme des autres, de sorte à ne jamais sacrifier ce qui fonde et justifie son action. Le premier président de la Cour d'appel d'Abidjan a dressé le bilan de l'année judiciaire précédente. Pour l'année 2023, cette juridiction de second degré a enregistré au total 4 645 décisions de justice, toutes matières confondues, soit 18,04% de taux de croissance. Ces résultats globalement satisfaisants résultent d'un travail d'équipe et qui mettent en évidence les performances de tous les services de la juridiction. C'est pourquoi je trouve à propos de féliciter ici et publiquement tous mes collaborateurs, magistrats, greffiers, personnel interministériel et administratif. Les arrêts correctionnels, au nombre de 1426, sont les décisions de justice les plus rendues au cours de l'année judiciaire 2022-2023, selon la Cour d'appel d'Abidjan. On parle santé à présent. Plus d'1 million de personnes touchées par le diabète en Côte d'Ivoire. Le taux de prévalence est estimé à 6,2%. Aujourd'hui, 14 novembre, journée mondiale du diabète. C'est le lieu donc d'accentuer la sensibilisation. Thème retenu cette année, l'accès aux soins du diabète. Notez qu'au nombre des activités marquant cette journée d'information et de sensibilisation, il y a eu une rencontre dans la commune de Cocody. On en parle avec Ami Diarasouba et Didier Nguessa. Vivre avec le diabète, cette maladie chronique caractérisée par l'excès de sucre dans le sang, est possible. C'est le cas de Serge et Simone qui ont été diagnostiqués d'un diabète de type 2. Surprise, chamboulement de l'hygiène de vie, ces diabétiques ont réussi tout de même à vivre et même à vaincre le diabète. Le diabète a été diagnostiqué au cours d'une hospitalisation. Mais j'avoue que les conseils que j'ai reçus, que ce soit au niveau de la nutrition, au niveau du sport, c'est plus que prendre même les médicaments. Le matin, je mange mon petit riz couché, mon petit attiéké couché, c'est terminé. Et je prends mes médicaments. Et un mois après, quand je suis revenu, le médecin a regardé le bilan et dit maintenant, on ne va plus vous donner des médicaments. Le diabète est fini chez vous. J'étais allé au village, c'est là-bas que j'ai senti la fatigue. Je suis allé à l'hôpital et c'est là-bas qu'on a détecté que je suis diabétique. Donc je suis allé à HMA, c'est là-bas que j'ai commencé à suivre les traitements avec les comprimés et puis l'alimentation. Fatoumata a un cas un peu plus inquiétant. Après une opération de l'appendice, cette mère de 7 enfants a découvert qu'elle est atteinte d'un diabète de type 2 avec un taux de glycémie de 3,81. Pour elle, la sensibilisation est désormais un challenge. C'est la même, c'est ça qui est à la base du diabète là. Et puis, il faut manger bien. Manger bien, trop de sucre. Tout de matin jusqu'au soir, trop de sucre là n'est pas bon. En Côte d'Ivoire, la prévalence du diabète en fin 2017 est de 6,2%, soit plus de 700 000 personnes atteintes. L'International Diabetes Federation, IDF, regroupe 240 associations nationales du diabète dans 161 pays. Cette fédération qui travaille pour améliorer et renforcer la vie des personnes diabétiques dresse son bilan. Nous avons bien voulu mettre en place ce qu'on appelait le registre du diabète.
En effet, le registre du diabète pour l'Afrique permettra à l'Afrique d'exister sur la carte. L'IDF plaide pour une meilleure prise en charge des personnes diabétiques. Cette activité se tient en prélude à la Journée mondiale du diabète qui est célébrée tous les 14 novembre. Le Mali, pays voisin, s'inspire du modèle ivoirien en matière de sécurité sociale. Une délégation donc conduite par la Caisse malienne de sécurité sociale a multiplié ici en Côte d'Ivoire les rencontres avec les responsables de l'IPS-SEGRAE, l'Institut de prévoyance sociale, Caisse générale de retraite des agents de l'État. Et notre reporter David Soyo était également de la partie. Se servir de l'expérience de l'IPS-SEGRAE pour repenser le système de retraite du secteur public malien, c'est l'approche de la Caisse malienne de sécurité sociale en visite de travail à Abidjan. Il s'agit pour cette délégation composée de 8 membres d'échanger sur le mode de fonctionnement de l'IPS-SEGRAE, notamment au niveau de l'organisation et de la viabilité financière dans le cadre de la gestion des régimes de retraite. Déjà, on a vu beaucoup de produits qui sont vraiment très important en la matière de gestion de sécurité sociale. Et au cours de notre séjour, de notre mission, on aura échangé avec les techniciens sur ces différents produits pour pouvoir bien comprendre et puis en profiter. Hôte de la mission malienne sur le sol ivoirien, l'IPS-SEGRAE, à travers son conseil d'administration, se réjouit de l'intérêt porté à l'institution. Nos échanges ont porté sur l'organisation du conseil d'administration, ses activités et aussi ses relations avec la direction générale et les opérationnels de l'IPS-SEGRAE. Plus tôt dans la journée, la commission malienne a eu une séance de travail au cabinet du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Cette présence malienne en terre ivoirienne s'ajoute aux récentes visites du Sénégal et du Congo, eux aussi venus s'inspirer de l'expertise ivoirienne en matière de sécurité sociale. On parle emploi jeune à présent. La plateforme des services de Côte d'Ivoire dans la circonscription du Bélier vient d'exécuter la mise en œuvre du TIMO rural. Cette mise en œuvre se fait à la suite de la convention de partenariat établie entre l'agence emploi jeune et les collectivités territoriales en vue donc de mettre en activité 648 jeunes de la région du Bélier. Le premier vice-président du conseil régional, par ailleurs responsable du comité régional d'insertion des jeunes, a procédé à l'installation de 50 bénéficiaires à Toumoudi. La région du Bélier tient son premier conseil, à l'issue duquel 50 jeunes et femmes ont été installés dans le cadre de la mise en œuvre du projet TIMO rural. Une convention de partenariat avec l'agence Emploi Jeunes établie avec les collectivités territoriales en vue de mettre sur le marché du travail 648 jeunes de la région. Cette cérémonie marque un tournant décisif pour chacun de vous. Ce projet dont l'impact s'avère dynamique permettra aux bénéficiaires de se familiariser aux actions de développement, mais surtout bénéficier d'un encadrement technique à la conception et au financement des projets générateurs de revenus à l'issue de la formation du TIMO. Les bénéficiaires verront leur capacité renforcée durant 6 mois. Ils recevront des subventions qui leur permettront d'entreprendre des activités génératrices de revenus. Ce programme prendra en compte 50 autres jeunes de Kwasi-Kwasi-Kro dans la région de Lifou. Voilà, commentaire signé Abdoulaye Koné. Pour promouvoir la cohésion sociale dans les localités frontalières entre la Côte d'Ivoire et la Guinée, la FAO a mis en place un projet dénommé Consolider la cohésion sociale transfrontalière entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Cela donc pour une meilleure compréhension et anticipation des risques et le renforcement de la confiance et la collaboration entre les deux parties. Mahamadou Okwasi nous fait le point sur cette initiative. Une unité de transformation de manioc remise officiellement aux femmes du village de Nialé, dans le département de Sipilo. Cette infrastructure vient réduire la pénibilité rencontrée par les femmes dans la transformation du manioc. Aujourd'hui, ce qui nous réjouit est que la machine, d'abord, c'est facile. Et de deux, ça va faire que la qualité de la tiéké, même là, on peut même aller livrer à Abidjan. Cette unité de transformation va profiter aux femmes de ce village frontalier, tout en augmentant leurs revenus. L'initiative est de l'Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, avec le soutien de la NADER. Par le passé, elle produisait déjà le manioc et ce manioc-là, elle le vendait directement à Bourg-Champ, de sorte que les revenus n'étaient pas assez intéressants. Maintenant, avec cette unité de transformation, ça va leur permettre de bonifier les revenus. Elles ont été formées aux techniques culturelles et le suivi. Ensuite, comme il y a une broyeuse qui est là, il y a le côté gestion. Dans ce volet AGR de consolidation de la cohésion sociale au niveau des frontières, 5 jeunes leaders communautaires de la ville de Sipilou ont reçu des kits d'installation après des formations par des maîtres artisans. Le préfet de Sipilou se félicite de l'intérêt porté sur les jeunes et les femmes pour leur autonomisation. Il souhaite la vulgarisation de ce projet pour la paix dans le département de Sipilou. Et je voudrais inviter la FAO à nous aider davantage. Encore beaucoup de jeunes qui sont sur le terrain, qui cherchent à faire certaines activités. Et c'est pourquoi nous, autorités préfectorales, nous restons à la disposition de tout organisme et toute institution qui vient aider notre État à aider les populations. Ce projet mis en œuvre dans le département de Sipilou est réalisé simultanément dans plusieurs départements frontaliers de la Guinée en vue de renforcer la cohésion sociale et garantir la paix transfrontalière. La résolution 2250 des Nations Unies, résolution qui appelle les États membres de la CEDEAO à impliquer les jeunes dans le processus de prévention de conflits et à accroître leur représentation au sein des institutions. Dans cette dynamique, eh bien, le réseau Paix et Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO a organisé récemment un atelier d'approbation. Il était question d'encourager les jeunes à jouer leur rôle pleinement dans le maintien de la paix et le développement durable. On fait le point avec Adi Kone et Jean-Marc Ndiadji. La jeunesse ivoirienne au cœur des processus de prévention des conflits. Une trentaine de jeunes issus d'organisations civiles participent à une rencontre de vulgarisation de la résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette initiative du REPS-FECO-CI, Réseau Paix et Sécurité des femmes de l'espace CEDEAO, vise à permettre aux jeunes de s'approprier cette résolution. En tant que jeunes, nous prenons l'initiative également de vulgariser cette loi-là auprès de nos jeunes frères et sœurs afin qu'elle soit connue de toutes, afin que chacun puisse mieux prendre conscience de sa mission et de ses responsabilités. Adoptée en 2015, la résolution 2250 vise à accroître la représentation des jeunes au sein des institutions et dispositifs de prévention de conflits, une vision que la REPS-FECO-CI veut concrétiser. Notre apport par rapport à cette résolution, c'est de pouvoir la vulgariser déjà et pouvoir amener les jeunes à s'en approprier et l'État de Côte d'Ivoire à pouvoir accompagner la mise en œuvre. Le message que je souhaiterais envoyer, c'est qu'on prenne vraiment en compte la présence des jeunes, qu'on puisse les impliquer et qu'ils puissent montrer leur savoir-faire. Parce qu'effectivement, ils sont nombreux à avoir un savoir-faire, à avoir des compétences. Les jeunes, principales cibles de cette résolution, représentent plus de 75% de la population ivoirienne, selon le recensement général de la population et de l'habitat réalisé en 2021. On se rend à présent à Bidiala Bobosso, c'est dans le département de Dabakala, où les artisans miniers ont reçu leur autorisation d'exploitation de carrière, des attestations qui ont été remises par le sous-préfet de Dabakala, Sié Koulibaly, qui a à cet effet invité ses artisans à respecter rigoureusement toutes les obligations liées donc à l'exploitation des ressources minérales. Et c'est avec Kader Sogodogo. Remise de l'arrêté portant autorisation d'ouverture et d'exploitation artisanale de carrière aux artisans miniers de Bidiala Bobosso, village de la sous-préfecture de Dabakala, dans le Hambol. Président de la cérémonie de remise, le sous-préfet de Dabakala appelle les exploitants miniers à accompagner les autorités administratives dans la lutte contre l'exploitation illégale des carrières. Jean-Jacques Akra invite les artisans autorisés au respect des obligations liées à l'exploitation des ressources minières. Si la direction des mines vient faire des contrôles aussi, acceptez. Parce que vous savez, pour pouvoir exploiter l'or, parfois on manipule des substances qui sont dangereuses pour la santé de l'homme. Donc, à intervalles réguliers, ils peuvent venir vous donner des conseils.
accepter les conseils. Les bénéficiaires remercient le gouvernement pour les réformes engagées dans le secteur minier et s'engagent à jouer leur partition dans la lutte contre la dégradation environnementale et sensibiliser tous ceux qui désirent exploiter les carrières à remplir les formalités administratives. Je remercie le président de la République d'avoir accepté de signer les décrets à ce qu'on puisse avoir les documents. Dans le département de Dabakala, l'extraction artisanale minière reste l'un des piliers de l'économie locale. D'un autre côté, l'exploitation incontrôlée est également un facteur de dégradation de l'environnement. Et on termine à l'international au Libéria où les électeurs sont aux urnes ce mardi pour le second tour de la présidentielle face au président sortant George Weah Joseph Boakai. Près de 2,4 millions d'électeurs sont donc attendus pour les départager et le scrutin s'annonce aussi serré qu'au premier tour le 10 octobre dernier. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, 15h.